James Tony. C'est reparti, la saison NBA reprend la nuit prochaine et nous sommes là pour vous en parler ce soir. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Les fidèles, ils sont là ce soir évidemment pour parler de basket. On retrouve Fred Schweikert avec grand plaisir. Bonsoir Fred. Bonsoir. Aux côtés d'Armel Lebescon, c'est une première Armel sur l'équipe 21 ? Sur l'équipe 21, non, parce que je fais le Final Four NCAA avec vous déjà. Eh bien, c'est une deuxième alors. Merci d'être là. Mondial Basket bien représenté. Christophe Denis, notre consultant, désormais. Bonsoir Christophe, merci d'être là. Et Gaëtan Muller, presque habitué des lieux aussi, depuis quelques temps déjà. Merci d'être avec nous tous les quatre. Alors, on l'a dit, la saison reprend. 3 matchs dès la nuit prochaine, avec de belles affiches déjà, notamment une alléchante rencontre entre le champion en titre, le Heat de Miami, et les Bulls de Chicago, avec le retour attendu de Derrick Rose et de Joakim Noah, évidemment. Indiana-Orlando, et puis ce duel de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers. Messieurs, tout simplement, avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous êtes aussi impatients que moi à l'idée de voir reprendre cette NBA? Alors là, ça va, on a eu un petit peu de biscuit durant l'été avec ce titre de champion d'Europe pour l'équipe de France, donc c'est un petit peu permis d'assouvir nos ardeurs de basket, mais c'est vrai que la NBA, ça reste quand même le summum, donc oui, un petit peu d'excitation avant cette reprise. Avec un championnat qu'on attend assez serré cette année, avec beaucoup de belles et grosses cylindrées. Exactement. Le favori, donc Miami, pour l'ensemble, je pense que vous êtes assez d'accord ici. San Antonio du côté de la Western Conference. Parce que le challenge, c'est de voir effectivement si Miami va pouvoir réussir le three-peat. Donc, et un challenger à l'Est pour aller les chercher, ce sera Chicago. Donc, très intéressant. Ou Indiana. Indiana est à compter également parmi l'Eastern Conference. Ouais. Ah, voilà. Justement, on va en parler. Ou le flop de l'année. Déjà de Miami, candidat à sa propre succession. Vous êtes d'accord avec ça? Depuis les Lakers et cette passe de 3 entre 2000 et 2002, aucune équipe n'a réussi à garder son trophée 3 années de suite. Miami a remporté ce trophée. On s'en souvient, cette finale épique en juin dernier. Une équipe de Miami, Christophe, qui devrait encore jouer les premiers rôles sans aucun doute pour vous? Très certainement, parce qu'ils ont réussi à garder tout le monde. Ça, c'était tout à fait normal, mais ils se sont aussi renforcés avec certaines arrivées. Voilà, ils connaissent la route. Ils savent exactement, dû à leur passé récent et les 2 titres qu'ils viennent de gagner, ce qu'il faut faire, justement, pour pouvoir s'imposer. Mais la route est longue. Une équipe de Miami qui a peu changé son effectif, qui joue la stabilité quand même. Ça aussi, ça peut être, Gaëtan, une des clés de la réussite de ce club-là cette année encore. Effectivement, je pense qu'ils ont réussi à trouver une alchimie dans l'équipe depuis 2 ans, même 3 ans on peut dire, parce que depuis l'arrivée de LeBron James, c'est quand même une finale et deux titres NBA, donc l'alchimie, ils ont eu le temps de la trouver. Puis là, ils renforcent encore un petit peu sur les quelques postes qui peut rester à renforcer. Donc je pense que c'est une équipe qui effectivement va être très, très costaud. Après, il y a de beaux challengers et on sait toujours que le fait de gagner, de commencer à s'habituer à gagner, ça peut aussi jouer en la défaveur de Miami. C'est plus difficile de perdre. Hein, effectivement. Il y a 2 paris. Il y a 2 paris en fait par Miami, c'est Michael Beasley et Greg Oden, notamment Greg Oden, dans ce poste de pivot tellement décrié à Miami, avec un Greg Oden qui n'avait plus joué depuis 1400 jours quand même, lui qui est un ancien numéro 1 de la draft en 2016. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Miami, s'il joue la finale cette année, ce sera la première équipe depuis Boston dans le milieu des années 80 à jouer 4 finales consécutives. Ce qui n'est pas rien quand même, effectivement, au vu de cette démonstration de ce Big Three qui pourrait peut-être vivre ces dernières saisons ensemble. On parle beaucoup d'un départ de LeBron James ou de Chris Bosh à la fin de la saison prochaine. En tout cas, LeBron James, lui, il a annoncé la couleur dès la pré-saison. Il est le meilleur depuis 2 saisons, c'est vrai, MVP de la saison régulière et des finales. Et surtout, il le sait. Écoutez. Je sais que vous êtes fatigué de m'entendre dire ça, mais j'ai encore progressé. L'année dernière, vous m'aviez pris pour un fou quand je vous l'avais déjà dit. Vous me demandiez comment j'avais fait pour être meilleur que l'année d'avant. Je suis meilleur, c'est tout. Je suis un meilleur joueur que l'année dernière, et ce, à tous les niveaux. Je me sens très confiant et à l'aise dans mon jeu en ce moment. Je veux être le plus grand joueur de tous les temps. C'est ma motivation. Il s'est fixé 2 objectifs. Meilleur au lancer franc et remporter ce titre de meilleur défenseur qui lui manque. Voilà, il se fixe des petits objectifs comme ça parce que les autres titres, il les a déjà. Il est pour vous MVP avant de débuter, messieurs, Armel?
Il y a un sondage qui a été fait là, sur ESPN cette nuit. Effectivement, il ralliait tous les suffrages. 80%. Oui, voilà. Donc c'était une victoire assez écrasante. Et même dans des États, c'était assez marrant quand on allait, Gaëtan le mentionne, quand on allait sur la carte des États-Unis, et même dans des États style la Californie, on pourrait lui chercher peut-être un des bons challengers avec Chris Paul. Et bien même là-bas, effectivement, on votait quand même LeBron James. Alors, il y aura évidemment de la concurrence dans cette conférence avec les Bulls de Chicago, notamment. Ils vont débuter cette nuit. Eh bien, ce sera l'un des premiers gros chocs, évidemment, de cette saison. Les Chicago Bulls que Romain Brunet est allé rencontrer, eh bien, c'était il y a quelques jours maintenant. Regardez, sujet de présentation, vous allez voir Joachim Noah, également avec la voix de Clément Gagini. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it. À Chicago, les fans ont retrouvé le sourire. Après sa blessure au genou, Derrick Rose est enfin de retour. Le MVP 2011 a passé toute une saison loin des parquets. La pré-saison lui a donc permis de retrouver des automatismes. C'était important. Je suis heureux qu'on ait pu jouer autant de matchs. Ça m'a donné le temps de vraiment me dérouiller. Et puis le fait de jouer avec mes coéquipiers, d'être avec eux sur le terrain, de savoir où ils aiment se placer, de communiquer avec eux, cela va m'aider à être un meilleur joueur. Au quotidien, jour après jour, la star des Bulls va surtout permettre à ses coéquipiers de s'améliorer tout au long de la saison. C'est bien plus facile avec lui sur le terrain car les adversaires doivent vraiment choisir sur qui défendre. 9 fois sur 10, il a 2 ou 3 défenseurs sur lui et ça nous ouvre des espaces, surtout en contre-attaque. On marque plein de points en contre-attaque car il y va franchement, il est si rapide. Et c'est super car on a besoin de ces points sur jeu rapide. On n'a pas beaucoup marqué sur contre-attaque la saison dernière, mais Joachim, Loual et moi pouvons courir, alors faisons-le. Chicago peut surtout viser le titre une nouvelle fois, mais à condition de rester en bonne santé, car à l'image de Joachim Noah, touché dès le mois d'octobre, les blessures n'ont jamais épargné les Bulls. C'est une longue saison. Il faut qu'on garde notre mentalité vers la progression, il faut qu'on continue à progresser tous les jours. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est un long trajet, beaucoup de sacrifices, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Ça commence avec une blessure en pré-saison, mais je me sens frais, je me sens prêt. Tant mieux car il faudra l'être dès cette nuit. Les Bulls entament leur saison ce mardi sur le parquet du champion en titre, le Miami Heat. Frais et prêt, Joachim Noah qui a manqué un petit peu à l'équipe de France, même si l'équipe de France est championne d'Europe sans lui au final. Profil de All-Star, selon vous, messieurs, Joachim Noah cette année? Oui. Christophe, Armel? Oui. Avec le retour de Derrick Rose, je pense que ça va être plus facile, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est sur une bonne dynamique. Il a fait une bonne saison l'année dernière. Je pense qu'il va confirmer. Il peut même se battre pour le titre de meilleur défenseur de la Ligue NBA. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que plus globalement, cette équipe de Chicago, sa force, ce n'est pas du tout l'attaque, c'est de la défense. Il faut savoir que coach Thibodeau inculque une vraie valeur défensive à cette équipe. Son playbook, c'est de la défense. Et un de ses joueurs majeurs de ce côté-là, qui est en tous les cas, c'est Joachim Noah. En fait, autour de cette équipe de Chicago, la grosse interrogation, bien sûr, c'est comment va revenir Derrick Rose et surtout comment vont se passer un peu les choses dans le vestiaire parce qu'ils ont quand même perdu des éléments importants. Nate Robinson, Marco Bellinelli, qui n'ont pas forcément été remplacés. Liu Holding n'a pas été prolongé cet été, donc incertitude quant à savoir s'il va terminer toute la saison avec les Bulls. Alors c'est quand même un joueur cadre de Chicago. C'est plus au niveau d'interrogation en coulisses finalement que les choses vont se passer à Chicago. Et si par contre tout se passe bien, eh bien il n'y a pas de raison finalement pour qu'ils n'aillent pas au moins chercher une finale de conférence. Je voudrais revenir quand même sur une chose. Tu dis effectivement Bellinelli n'a pas été remplacé. Je pense que Mike Dunleavy quand même, qui est un vrai shooter, il est à 42% au shoot extérieur derrière l'arc.
l'arc. Donc je pense quand même que de ce côté-là, venant du banc, ça devrait aller. Je pense que c'est quand même assez solide. Avec Tony Snell également, excellent rookie. Le rookie. Et puis la question, c'est peut-être aussi la capacité pour Derrick Rose de pouvoir tenir sur toute une saison. Parce que là, on l'a vu en pré-saison, il est bien, il est en forme, il a envie de jouer. Maintenant, tenir à 25 points et 8 passes tout le long de la saison, ça va pas être simple. À un moment donné, je pense qu'il va connaître un moment de faiblesse. Et là, il va falloir que ses coéquipiers soient capables de le soutenir, de tenir. Et c'est dans ces moments-là qu'ils vont être capables soit de créer une vraie cohésion d'équipe et d'être forts et d'aller peut-être chercher ce titre, soit au contraire, peut-être de sombrer et ça peut devenir plus compliqué à ce moment-là. On a déjà un choc pour débuter, puisque ce sera face aux champions en titre. Est-ce que c'est bien, pour conclure sur ce sujet, qu'il y ait un match d'une telle intensité dès la première nuit ? La remise des médailles, on sait que les deux équipes, LeBron James l'a encore dit récemment, les deux équipes se haïssent au plus haut point. Je veux dire, pour débuter, il n'y a pas mieux, cette petite étincelle. Petite précision aussi, Gaël, la remise des bagues se fait donc ce soir à Miami, et pendant cette remise des bagues, les joueurs de Chicago resteront dans leur locker room. Ils n'iront pas sur le terrain. Ils n'iront pas voir voilà. Les joueurs de Heat avec leur bague célébrer le titre. Évidemment, on salue également Ian Mahinmi qui va débuter lui aussi ce soir avec les Pacers d'Indiana. Ian Mahinmi, il a une carte à jouer derrière votre pivot favori, Armel. Vous l'avez mis dans votre 5 majeur, Roy Hibbert. J'ai mis Roy Hibbert, effectivement, qui a fait un play-off énorme. Mais au-delà de ça, une excellente, ce 5 que j'aime beaucoup. En termes de jeu, alors vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas été mettre par exemple Dwight Howard, c'est un choix, je trouve qu'il n'y a pas de jeu de haut panier du côté de Dwight Howard, en tous les cas pas suffisant. Et Roy Hibbert, j'ai bien aimé effectivement sur cette configuration d'équipe, c'était la donnée donc avec Tony Parker pour donner les ballons, un shooter, un ailier fort intéressant. Et un Kobe Bryant qui va revenir rapidement à son meilleur niveau, selon vous ? Déjà revenir, c'est pas mal. Ça, c'est quand même l'énigme. Ça, c'est l'énigme. On peut en discuter tout à l'heure. Ce sera plus délicat pour lui. Le problème de l'âge, c'est une blessure au tendon d'Achille quand même très, très sévère. Il faut rester quand même sur une note optimiste. C'est Dominique Wilkins qui avait eu exactement le même type de blessure à 32 ans. Et il avait fait sa meilleure saison NBA après sa blessure. Il a 35 ans, Kobe Bryant, il s'est blessé le 13 avril dernier et on espère évidemment le revoir sur les parquets très bientôt. On va passer à l'Ouest et évoquer évidemment San Antonio à présent. Gaëtan Muller, est-ce que San Antonio a digéré aujourd'hui ces fameuses finales, ce match 6 et ce match 7 face au Heat de Miami en fin de saison dernière? Digérer, je pense que c'est difficile. Quand on passe si près du but à 20 secondes de la fin d'être champion NBA, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'il faut se servir de ça comme une réelle expérience, non pas pour le Big Three qui a déjà vécu de grandes choses, mais pour l'ensemble de l'équipe qui reste quand même assez jeune dans son ensemble. Maintenant, il faut savoir rebondir et avancer parce que là, maintenant, les Spurs vont être sur un spot, je dirais, de 2 ans encore très compétitif. Donc avec son Big Three qui est encore sous contrat pour 2 ans. Avec le Big Three qui est encore sous contrat. Donc c'est maintenant ou jamais si on veut aller décrocher, si les Spurs veulent aller décrocher une victoire à la fin de l'année. C'est Greg Popovich qui le disait d'ailleurs dans les colonnes de Mondial Basket. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce match 6, à ce tir de LeBron James au rebond et à la suite. Évidemment, quand on est entraîneur, évidemment, le but, c'est de ne pas reparler de ça à son équipe, bien sûr, en début de saison. J'ai cru lire aussi qu'il avait fait un montage vidéo et qu'il l'aura présenté en pré-saison. Non, je pense qu'au contraire, il faut cultiver cette frustration-là jusqu'au moment où elle va nous servir justement, ou les servir pour pouvoir s'imposer. Non, moi je pense qu'au contraire, c'est une bonne source de motivation que de remuer le couteau dans la plaie, parce que ce sont des compétiteurs et qu'un compétiteur de toute façon cicatrise à partir du moment où il obtient ce qu'il veut. Oui, parce que San Antonio fait partie des équipes qui sont toujours en haut de classement depuis 97-98. Ils sont toujours à au moins 50 victoires en saison et c'est qu'on se demande toujours qu'est-ce qui pousse les grandes équipes à aller plus loin. Et bien ce genre d'action ce genre de moment peut pousser justement San Antonio à vouloir aller plus loin. San Antonio qui compte dans ses rangs depuis cet été, vous le savez, 3 champions d'Europe, Nando De Colo, Boris Diaw et Tony Parker. Et vous allez le voir, ça les galvanise. Bien sûr, avant de débuter la saison, on écoute Tony Parker. C'était il y a quelques jours au micro de Romain Brunet. Nous,
On vient avec une nouvelle énergie, on vient de gagner un titre, donc c'est clair que quand je suis arrivé au training camp, j'étais tout sourire et j'ai envie d'influencer sur tous mes coéquipiers pour que justement on ait cette nouvelle énergie pour aller chercher ce titre. Tu tournes la page assez vite, hein. Moi je suis un passionné, j'adore le basket et donc avec les Spurs j'ai une super équipe, on n'est pas passé loin du titre et donc là on a une nouvelle opportunité cette année d'essayer d'aller le chercher ce titre. Tony Parker qui le dit, le répète aujourd'hui à titre personnel, il n'a plus de grande ambition, sinon de décrocher un nouveau titre, à la fois avec les Spurs, avec l'équipe de France, puisqu'il vise les Jeux de Rio et une médaille olympique. La bague NBA, c'est ce qu'il s'est mis dans la tête, Gaëtan, depuis cette finale perdue. Oui, je pense même un petit peu avant quand même. Il s'est remis, on va dire, depuis qu'il a perdu la précédente. Oui, bah c'est un objectif hein, pour tout basketteur, c'est le Graal. Hein, donc bien sûr que c'est quelque chose qu'il a en tête, qui lui tient à cœur. Et puis il sait aussi qu'on reconnaît un grand joueur, bien sûr, par ses statistiques individuelles, mais avant tout aussi par ce qu'il a pu faire dans un collectif et avec une équipe. Donc je pense que de manière individuelle, il a prouvé, en équipe aussi, mais s'il veut passer encore un cap, si toutefois on peut dire qu'il doit encore passer un cap, je pense que c'est là pour encore enrichir son palmarès. Je lisais qu'également... Palmarès fort déjà de 3 bagues NBA. Oui, mais je lisais justement alors l'objectif en général c'est Jordan avec ses 6 bagues. Alors ce sera dur, mais c'est vrai que c'est un seuil qui motive bon nombre de basketteurs. Et je sais d'ailleurs que Kobe Bryant aussi a cet objectif en tête. Donc en général c'est l'objectif que tout le monde essaie de se fixer. Et pour revenir sur la finale, c'est qu'on parle de ce moment un petit peu de déception pour San Antonio. Greg Popovich n'a pas non plus tout à jeter dans cette finale. Il y a quand même des choses bonnes à retenir. Et là, on peut quand même penser à cette nouvelle génération, notamment Kawhi Leonard, qui a été exceptionnel durant ces finales NBA et qui sera peut-être un petit peu l'homme qui va prendre la relève à San Antonio. Quand on a vu un Manu Ginobili qui était beaucoup plus en difficulté cette saison, qui a posé beaucoup de questions, qui était à 2 doigts de prendre sa retraite, un Kawhi Leonard justement va pouvoir insuffler un vent de jeunesse dans cette équipe de San Antonio qui n'a pas beaucoup changé durant cet été. Donc c'est pour ça qu'il y a également de bonnes choses à retenir dans cette finale. C'est pour ça qu'ils ont le droit d'en rêver justement, parce qu'ils savent très bien que c'est fort possible. Hein, les Spurs ont largement de quoi aller au bout. D'autant peut-être que la conférence Ouest est un petit peu moins relevée que la conférence Est. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Elle est toujours très dense cette conférence Ouest. Elle est toujours très dense. J'irai pas m'y frotter. Hein, disons qu'aujourd'hui on voit effectivement... Il y a un rapprochement de force du côté de la conférence S, qui, elle, effectivement, a des renforts très intéressants. Forcément, ça, c'est le phénomène des drafts suivantes qui se sont passées. Il y a eu également un apport de joueurs de l'Ouest qui sont venus du côté de l'Est. Mais en termes de densité, globalement, ça reste un petit peu la même chose. Pour battre une équipe comme Memphis, ce sera très difficile. Memphis a une très grosse défense. On voit qu'il y a l'émergence d'une nouvelle équipe comme Houston, qui a un vrai Big Three, avec un excellent meneur de jeu, avec James Harden, extraordinaire, et puis Dwight Howard qui a été recruté. Et on voit une équipe qui, pour moi, peut être la belle surprise de la saison. Attention, méfiance, c'est Golden State. Les Warriors sont une grosse équipe. À mon avis, ils vont avec Iguodala qui vient d'arriver dans cette équipe. Et je pense qu'il y aura malgré tout un renouvellement à l'Ouest et une vraie densité comme on a aussi à l'Est. Donc c'est pour ça que la saison va être très intéressante. À l'Ouest, on est sous perte de quelques équipes emblématiques, on va dire, comme Utah, comme Dallas, malheureusement. Voir les Lakers. Les Lakers, également des équipes emblématiques qu'on avait l'habitude de voir en play-off. Un renouvellement avec l'émergence effectivement de nouvelles équipes comme Golden State, comme Houston, qui va retrouver un petit peu ses lustres d'antan, qui va fêter les 20 ans de son titre. Les Clippers également. Sont en place, hein, ouais. Les Clippers, effectivement, qui vont devancer probablement les Lakers. Une place pour Portland dans cette conférence Ouest? Dans les 8, oui, vont se battre pour. Avec Minnesota, avec les Lakers, ça va se battre sur la 8. Ça va entre 6 et 12. Ça va entre 6 et 12 pour Portland. C'est ce qu'on peut dire dans le mondial basket. Portland qui n'a pas trop fait évoluer son effectif, en tout cas son 5 majeur, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien. La Marcus Aldridge n'est pas parti, il aurait pu partir, il n'est pas parti. Ça peut jouer en la faveur des Blazers. Ce qui était important pour l'équipe de Portland, c'était d'avoir une profondeur de banc qu'ils n'avaient absolument pas la saison dernière. Un joueur comme Nicolas Batum jouait quasiment 39 minutes de temps de jeu la saison dernière. C'est énorme. Et le rookie Damian Lillard était quasiment même chose à 38 minutes de temps de jeu. Aldridge et Lillard sont dans le top 10 des temps de jeu la saison dernière. Voilà. Donc le banc s'est étoffé en quantité, à défaut de qualité, mais en tous les cas en quantité. Et je pense que Portland, effectivement, a des arguments pour jouer une place de 7 ou 8 à l'Ouest.
Puis l'expérience aussi va venir, parce que l'année dernière, ils étaient quand même très jeunes. Oui. Et je pense que c'est vraiment une équipe d'avenir. Et cette année, ça peut devenir un challenger pour les playoffs. Alors, Pas pour le titre, mais rookie, en tout cas, Sergi McCallum s'est déjà blessé, donc c'est un peu embêtant. Faut pas oublier que shooter, ils ont... le plus beau des talents, finalement, c'est l'alchimie collective. On en a parlé tout à l'heure. À Miami, qui n'a pas fait beaucoup de retouches, juste ce qu'il fallait. Je pense que ce qui peut aider une équipe, justement, à atteindre ses objectifs, à aller vers le haut, c'est de savoir jouer ensemble. Donc, Portland, moi, j'y crois aussi. Un Robin Lopez Jouer ensemble en attaque et en défense aussi, c'est un petit peu ce qui manque à cette équipe de Portland. Oui, enfin bon, voilà, ça peut s'expliquer justement par le fait que l'année dernière, il y avait quand même pas mal de joueurs qui ne pouvaient pas être à 100% des deux côtés du terrain. Et quand vous avez un talent offensif aussi prononcé que le leur, en tout cas l'année dernière, forcément, le côté où vous brillez le plus, c'est l'attaque. Mais cette année, je pense qu'ils vont se mettre à défendre, c'est sûr. Allez, on va donner la parole au plus français d'entre eux, Nicolas Batum, que Loïc Piala a rencontré il y a quelques jours. Ses ambitions et surtout, cet euro, est-ce qu'il a changé, Nicolas Batum ou pas? Petit entretien, écoutez. Je pense que je suis prêt. Là. Après, si en contre-coup, on a toujours un contre-coup en NBA en sortant à un moment donné. Où, la période janvier-février, on a toujours un petit contre-coup de la saison, mais ça ira, comme d'hab. Je sais gérer ça maintenant. J'ai une bonne connexion, c'est vrai qu'avec le coach Terry Stott, on s'entend très très bien. Il parle français aussi, donc ça aide aussi. Mais voilà, c'est vrai il attend pas mal de moi cette année quand même. Il attend beaucoup de moi. Il a beaucoup d'espérance et d'espoir sur moi. Donc, voilà, on a une bonne connexion et puis tout va bien entre nous. L'objectif est clairement de faire les playoffs, d'être en top 8 de la conférence Ouest. On a clairement renforcé l'équipe, surtout au niveau du banc. Donc maintenant à nous vraiment de confirmer nos attentes et d'aller entendre les playoffs. Pas vraiment d'équipe qu'on redoute, mais les équipes qu'on respecte surtout, ça va être le haut de tableau, ça va être Oklahoma, ça va être les Clippers, ça va être San Antonio, Memphis et Warriors. C'est sûr qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est très dense, les portes sont ouvertes à l'ouest, et puis nous, on va vraiment s'intégrer dans ce wagon et prendre une place dans le top 8. C'est sûr que quand on gagne un euro et on revient en NBA derrière, on se sent fier du devoir accompli, donc on est un peu plus léger, et puis on a plus de confiance. Ça c'est sûr, donc moi, depuis que je suis arrivé ici, je suis différent. C'est-à-dire ? En mieux. L'euro, ils m'en ont parlé même pendant. J'ai pas eu de message de leur part pendant, parce que je sais qu'ils suivaient les matchs. Parce que surtout la demi-finale, parce qu'il y a Victor Claver que j'ai avec moi aussi, qui est dans l'équipe aussi. Donc puis beaucoup de félicitations, et puis ils m'ont toujours demandé de montrer la médaille, de ramener leur truc, et non, ils étaient plutôt cool par rapport à ça. Claver, il doit passer des moments assez difficiles dans le vestiaire. Hein. Il doit se faire un petit peu chambrer. Je pense que Nicolas Batum ne s'en prive pas. On parlait de Joakim Noah tout à l'heure. Est-ce que lui, Nicolas Batum, cette année, a le profil d'un All-Star ? Alors, très bonne question, Gaël. Excellente question. C'est le débat qui est lancé aux États-Unis pour savoir si effectivement Nicolas Batum va passer ce cap pour devenir un All-Star. Il peut s'en rapprocher cette saison. Tout ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi de sa franchise. La franchise de Portland, ce qu'elle va donner. Il y a déjà la Marcus Aldridge. On se rappelle du débat qu'on avait avec la Marcus Aldridge quand cette équipe était quand même assez performante avec Brandon Roy. C'était difficile. Il faut que Nicolas Batum déjà fasse une meilleure sélection de shoot. On peut regarder ses stats. La feuille de stats, elle est bien noircie. Hein. Il y a du bloc, il y a de l'interception. C'est parfait, c'est excellent, ça plaît à tout le monde. Et nous, on est les premiers ravis parce que d'où le surnom de Batman. Il est partout, c'est extraordinaire. Mais simplement, il va falloir une meilleure sélection de tirs. Alors, Mo Williams est arrivé dans cette équipe de Portland. Je pense que c'est un excellent élément pour permettre à Nicolas Batum de se laisser un petit peu en retrait. Pas toujours prendre ses responsabilités dans les moments trop chauds sur le 3 points. Puis surtout, il va falloir qu'il gère son corps aussi, parce que c'est souvent les blessures qui l'ont un petit peu freiné, que ce soit à l'épaule, que ce soit au poignet. Et puis là, il aura pas mal enchaîné. Et qu'il se spécialise, qu'il ait un point fort, vraiment dominant. Voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'il se mettre en retrait, c'est se mettre en retrait. Bien pas mal de À un moment donné, la patate chaude, faut la laisser un petit peu aux autres. Il y a Wesley Matthews, il est shooting guard, il est là pour prendre du shoot aussi. Et j'ai remarqué que la saison dernière, il avait tendance quand même un peu à se planquer de temps à autre. Je sais pas si Gaëtan, toi, tu as vu ce genre de choses, mais moi, en tous les cas, j'avais noté ça, quoi. Et même chose là, donc. Et ça a été une des volontés des Blazers de faire venir effectivement ce type de joueur comme Mo Williams pour prendre du shoot un peu plus à 3 points.
C'est vrai. Puis je pense aussi qu'il va falloir qu'il gagne un peu en régularité. Parce qu'il est capable de très belles performances, mais c'est vrai qu'il faut qu'il arrive à pouvoir être régulier pour vraiment passer ce cap et devenir All-Star. Est-ce que son euro un petit peu compliqué, on en a souvent parlé sur ce plateau, il s'était mis une pression incroyable, il a réussi de bons matchs quand il le fallait, mais il a mis du temps. Est-ce que ça peut l'aider, ça aussi, justement, dans sa gestion de sa saison NBA ? Je pense que oui, il a appris, c'est un garçon intelligent, donc non pas qu'il ait fait une erreur en parlant trop, mais en tout cas, je pense que là, on l'entend dans son discours, il est concentré, il sait ce qu'il a à faire, il sait qu'on attend de lui, mais je pense qu'il va savoir réagir au bon moment. Et aujourd'hui, je pense qu'il va avoir appris de l'expérience de l'Euro indéniablement. Il y a 2 franchises dont on n'a pas parlé encore, Oklahoma City, à l'ouest, qui va aussi probablement jouer les premiers rôles. Et puis à l'est, on a oublié les Nets de Brooklyn, qui pourraient jouer évidemment les premiers rôles également. On va vite les oublier. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Moyenne d'âge du 5 de départ, plus de 33 ans. Et bon, après ça c'est au-delà du sportif, mais quand même 82 millions de dollars de luxury tax que va devoir payer le propriétaire russe. Il a les moyens, le propriétaire russe. Si on doit mettre dans les flops, je pense que les Nets pourraient faire partie des gros flops si jamais ils ne vont pas au moins en finale de conférence. Moi je le sens un peu comme les Lakers à l'époque quand ils ont pris Gary Payton, 2005. avec Karl Malone, tout ça, on attendait beaucoup. Je leur souhaite d'aller loin, mais... Vous avez été en finale. Le scepticisme autour de la table, autour des Brooklyn Nets, un peu moins autour d'Oklahoma City. Est-ce que ce sera compliqué aussi ? Le modèle pour Oklahoma City, ils l'ont répété à l'intersaison, c'est San Antonio. Ce qui démontre que quelque part, ils arrivent déjà un petit peu comme un chien battu face à San Antonio en disant c'est cette franchise. On sera derrière eux. Oui, voilà, on risque d'être derrière eux. Voilà, parce qu'effectivement, ils voient quand même l'émergence de jeunes talents du côté de San Antonio et on reste sur ce qu'on appelle un small market du côté d'Oklahoma et c'est très difficile de recruter. On voit qu'ils ont encore perdu cette année Kevin Martin, leur shooter. Je trouve que derrière, après... et Russell Westbrook sera absent pour le début de saison. Voilà, début de saison. Alors après, ils vont gérer pour arriver correctement en play-off. Mais je trouve qu'il n'y a pas de banc à Oklahoma. Quand on voit qu'un garçon comme Derek Fisher et Reggie Jackson, les jeunes, eh bien, ce sont un peu les figures de proue derrière. Ils ont un magnifique Big Three avec Westbrook, Ibaka et Durant. Mais j'ai bien peur que ce soit insuffisant. Oui, quand on se dit qu'il faut attendre sur l'éclosion d'un Jeremy Lamb en sortie de banc pour se dire oui, ce sera peut-être lui le nouveau 6e homme derrière James Harden et Kevin Martin. Ça risque d'être un peu juste. Est-ce qu'ils ne vont pas justement attendre patiemment la prochaine draft pour s'inscrire dans un projet à moyen terme ? Alors justement, est-ce que la draft 2014 peut influencer le championnat cette année ? Je suis certain, oui, mais pas chez les gros. Plutôt Phoenix, Philadelphie, qui ont décidé de dégager tous les gros salaires, toutes les grosses stars, etc. pour avoir des joueurs jeunes, pour avoir des joueurs un peu moins talentueux mais plus prometteurs peut-être. Et oui, se positionner en vue d'un Andrew Wiggins que tout le monde regarde avec des yeux de chimène. C'est ce qu'on appelle le tanking, voilà. Ceci étant, il y a quand même, il y a 2 équipes quand même qui pensent à la draft sans l'avouer et tout. Et ces 2 grosses franchises, ce sont les 2 plus grosses. C'est Boston qui a quand même tout lâché cet été. Et on peut se poser la question est-ce qu'on va retrouver Boston en play-off ? Moi, personnellement, j'y crois absolument pas. Et de l'autre côté, à l'ouest, est-ce qu'on peut retrouver les Lakers en play-off ? Et rien n'est moins sûr de retrouver effectivement cette équipe des Lakers avec ses 16 bannières en play-off. J'en suis pas du tout persuadé. Il y aura la draft et les joueurs libres en été 2014. Et là, on a tous les regards justement pour peut-être clore la boucle sur LeBron James. Qui n'a toujours pas signé de contrat avec Miami, qui va être très courtisé l'été prochain. Il va être très courtisé, LeBron James qui débutera la nuit prochaine donc face à Chicago. On a parlé de pas mal de Français, ceux de San Antonio, de Portland, de Chicago. On n'oublie pas Ronny Turiaf du côté de Minnesota. À Indiana, évidemment, c'est Ian Mahinmi qui va débuter dès la nuit prochaine. Kevin Séraphin également, on le regardera. Forcément très attendu. Lui aussi, il a fait l'impasse sur l'équipe de France pour mieux se préparer avec son club. On va voir, il sera très attendu avec son équipe. Evan Fournier du côté de Denver, il a fait la préparation avec les Bleus, il n'a pas été conservé par Vincent Collet. Et puis le rookie, bien sûr, c'est Rudy Gobert cette année qui va faire ses débuts avec le Jazz d'Utah. Rookie, forcément, alors du coup il y a des mauvaises tâches à accomplir, c'est normal, écoutez-le au micro de Loïc Fiala. Je me suis bien adapté aux règles,
tout ce qui est règles, habitation, tout ça, donc tout se passe très bien. J'ai vu Nicolas cette semaine, là, il m'a dit qu'a priori l'Utah, ça l'a surpris, mais apparemment vous vous plaisez en Utah. Je me plais. Moi j'ai tout ce qu'il me faut là-bas, donc voilà, je peux me concentrer sur le basket et j'aime bien la ville aussi, c'est sympa. Donc j'ai mon petit sac mini, moi j'ai fait une manucure la semaine dernière. Et voilà, des petits trucs, donner les chaussures, choses comme ça, quoi, choses de rookie. L'objectif, écoute, pour moi, c'est progresser et voilà, gagner mon temps de jeu. Et bien sûr, c'est de gagner le match, le plus de matchs possible. Après, voilà, on sait qu'on est une équipe jeune, mais on va jouer tous les matchs pour le gagner et je pense qu'on va surprendre plus d'un. Les joueurs contre qui j'aimerais bien reposer, c'est Dwight Howard. Il y a pas mal de joueurs, mais surtout, pour moi, le plus dominant, c'est Dwight Howard. Donc j'aimerais bien voir m'opposer à lui. Même avec la saison qu'il a fait, là, vous dites ça reste un super joueur. Ah oui, les gens ils critiquent, mais ils ne savent pas, c'est pas pour rien qu'ils prennent bac chaque année. Voilà, Dwight Howard qui donne quelques conseils, en tout cas qui donne quelques exemples à Rudy Gobert, à qui on souhaite une belle saison, une saison qu'il va passer, selon Christophe Denis, à bosser. Évidemment, on devrait le voir pas très souvent sur le parquet, mais... Oh, il a une petite chance quand même d'avoir quelques minutes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde devant lui. Oui, voilà, donc je pense que c'est le spot parfait pour lui, justement, cette année. Merci beaucoup, messieurs. L'émission est déjà terminée. Je vous l'avais dit que ça passerait très, très vite. Toute la nuit sur l'équipe.fr. C'est un live pour les dernières infos, bien sûr, concernant les 3 matchs de la nuit. Et puis, si vous voulez tout savoir, eh bien, vous lisez Armel Lebescon dans Mondial Basket, le guide de la saison 2013-2014. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et la NBA, bien sûr, sur l'équipe 21, dès demain matin pour tous les résultats. Très bonne soirée. À bientôt.